Il y avait un problème de connexion, donc on peut reprendre. Les autres vont nous prendre. On était à la question 51. On reprend rapidement. Libéré 51. B à 51. Les quelques difficultés de l'allaitement. A. Engorgement mammaire. B. Les mastites. C. Le ballonnement. D. Les gerçures ou crevasses du mamelon. Moi, j'allais proposer le A et le D. A, D. Les quelques difficultés de l'allaitement. Les mastites, le ballonnement. Donc les difficultés là, ça concerne généralement la maman. Donc on peut accepter que souvent il y a l'engorgement mammaire si l'enfant ne prend pas le sein. Et il y a souvent les gerçures ou les crevasses, c'est la même chose. Ce sont des petites fissurations au niveau du mamelon qui empêchent parfois effectivement de prendre effectivement le sein. Les mastites, c'est carrément c'est une infection du sein. Les ballonnements aussi, ça existe souvent chez les enfants. Voilà, mais c'est lié le plus souvent à l'alimentation de la maman. Mais ici, les difficultés là, c'est vraiment l'engorgement mammaire, c'est les gerçures du mamelon. La consultation du nourrisson sain, le rythme. Attrapons le retard, Sana. La consultation du nourrisson sain est assurée selon le rythme suivant. Suivi postnatal, la 6e heure et le 6e jour, 6e semaine. Une fois par mois, la première année, soit 12 fois. Une fois les 2 mois, la 2e année de vie, soit 6 mois. Tous les éléments. La réponse, c'est D. D, tous les éléments. Oui. Béatrice, c'est ça? Oui. Nourrisson sain. 6e heure là, c'est un nourrisson? Non. C'est le nouveau-né. Donc, vous voyez, non. Donc, souvent, il faut faire très attention. C'est une fois par mois pendant la première année, une fois tous les 2 mois pendant la 2e année de vie. Donc, c'est B et puis C. Et C. Voilà. À 8 semaines, l'enfant doit recevoir les vaccins. Bon. Ça là, nous, on n'est plus trop dans la vaccination, mais on va voir. Ça en a continué? À 8 semaines, l'enfant doit recevoir DTC 1, HIP 1, Plumo 1, Rota 1, Polio 1. B, DTC, HIP B, Polio 2, Rota 2, Plumo 2, Polio 02. C, DTC, HIP 2, Plumo 3, Rota 3, Polio 03. BCG, Polio 0, DTC, HIP 1, Polio 1, Rota 1, Polio 01. La réponse? La réponse est
D. D. Oui. D. On va aller rapidement, Je propose le A. Le A. C'est quelqu'un d'autre qui parle? Oui, j'ai dit je propose le A. Le A. NTC type 1. Oui. Numéro 1, Rota 1, VPO 1. En tout cas, l'enfant a 8 semaines, donc 2 mois. Normalement, ça ne doit plus être quand même le BCG. Moi, j'avais compris ce qu'il avait déjà reçu jusqu'à 8 semaines. On dit l'enfant doit recevoir. Ok. À 8 semaines, il doit recevoir le DTC1, le EP1, le IP1, pneumo 1, Rota 1 et puis le VPO 1. Donc, c'est A. 54. Pour évaluer l'état nutritionnel, pour l'évaluation de l'état nutritionnel, le rapport poids-taille est l'une des mesures appropriées. La taille est l'une des mesures appropriées. Le périmètre crânien est l'une des mesures appropriées. Le psychomoteur est l'une des mesures appropriées. Évaluer le rapport et l'état nutritionnel, le rapport poids-taille, le A. A, donc la bonne réponse est le A. Généralement, on utilise le rapport poids-taille. À la naissance, le bébé mesure environ. À la naissance, le bébé mesure environ 50, 40, 42, 36. C'est le A, 50. Donc, généralement, l'enfant mesure autour de 50 cm. C'est la moyenne, en fait. L'infection puerpérale. L'infection puerpérale est celle qui survient dans la suite de couches et qui est en général comme porte d'entrée les voies génitales. Celle qui survient dans les post-partum et qui a en général comme porte d'entrée les voies génitales est celle qui survient pendant la grossesse à terme jusqu'à l'accouchement et qui a en général comme porte d'entrée les voies génitales est celle qui survient chez une femme en période gynécologique et qui en général comme porte d'entrée les voies génitales. Okay. La réponse C. J'ai pris C. C. Oui. Donc, celle qui survient pendant la grossesse à terme jusqu'à l'accouchement et qui a en général la porte d'entrée les voies génitales. Qui d'autre? Infection puerpérale. Infection puerpérale. Oui. Propose le A et le B. B. A et puis B. Donc, il n'y a pas C. B. Donc, infection qui survient dans les suites de couches et qui a en général comme porte d'entrée les voies génitales. Elle qui survient dans le post-abortum et qui a en général comme porte d'entrée les voies génitales. Voilà. Il faut dire qu'il n'y a pas pendant la grossesse. Pendant la grossesse, c'est autre chose. C'est soit pendant l'accouchement, après l'accouchement, dans les suites de couches ou dans les suites post-abortum. Ok? Voilà, il n'y a pas la grossesse dedans. On y va à 57. Les circonstances favorisantes l'infection puerpérale sont les suivantes. A. Une longueur du travail. La longueur du travail, surtout lorsque celle-ci est compliquée d'infection amniotique. La rupture prématurée des membranes par infection ascendante. Les manœuvres obstétricales. Délivrance artificielle, rupture utérine, version par manœuvre interne, tous les éléments. La réponse est la D. longueur, c'est D. Voilà.
Lorsque le travail se prolonge alors qu'il y a une infection, lorsque il y a une rupture prématurée alors qu'il y a une infection, les manœuvres obstétricales également, lorsque les mesures de PCI ne sont pas prises en compte, peut entraîner effectivement une infection puerpérale. Donc, tous les éléments sont justes. Donc, la réponse est D. On va à 58. Le traitement prophylactique de l'infection puerpérale. A. Le respect des normes de pays pendant l'accouchement. Ça, c'est bon, non? Tout accouché infecté doit être immédiatement isolé. Antibiothérapie systématique dans les conditions suivantes: un travail prolongé, infection amniotique, placenta prévia ou avec hémorragie importante. Éviter les manœuvres obstétricales et les lésions périnéales. On y va. Et la bonne réponse, le respect des normes de pays pendant l'accouchement. A. Une antibiothérapie systématique. C. Éviter les manœuvres obstétricales ou lésions périnéales. Donc, la réponse est A, C et D. Ok, je pense qu'on n'a pas besoin d'isoler une femme qui a accouché. Hein. Voilà, donc toutes les trois là sont des mesures qui peuvent permettre d'éviter effectivement une infection puerpérale. Les troubles de la sécrétion lactée. Les troubles de la sécrétion lactée sont A. Hypogalaxie. B. Percure. C. Engorgement mammaire. D. Crevasse. La réponse ici c'est A. Hypogalaxie et puis engorgement mammaire. C'est A et C. Voilà, donc hypogalaxie, c'est un problème c'est trouble de la sécrétion. Engorgement, là, c'est également un trouble de la sécrétion. C'est beaucoup sécrété, mais l'excrétion est difficile. Donc, c'est A et puis C. 60. La prophylaxie des thrombophlébite puerpérale concerne A. Levée précoce. B. Mobilisation active. C. Gymnastique. D. Traitement par anti-inflammatoire. Traitement par des anti-inflammatoires. Je propose le A et le B. Voilà. Ici aussi, pour prévenir les thrombophlébite, il faut un lever précoce. Il faut effectivement que la patiente se bouge. Donc, c'est A et puis B. Surveillance postnatale. On peut aller. La parole est à qui veut la prendre. Allez-y seulement. Le but de la surveillance postnatale permet de surveiller l'état de santé de l'accouché et du nouveau-né, de dépister et traiter les complications survenant chez la mère et le nouveau-né et donner des conseils. Permet de surveiller l'état de santé de l'accouché. Permet de dépister et traiter les complications survenant chez la mère et le nouveau-né et donner des conseils. Permet de traiter les complications survenant chez la mère et le nouveau-né et de donner des conseils. La réponse est A. C'est A. Oui, permet de surveiller l'état de santé de l'accouché, du nouveau-né, de dépister et de traiter les complications survenant chez la mère et le nouveau-né et de donner des conseils. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Donc, permet de surveiller l'état de santé, permet de dépister et traiter les complications survenant, permet de traiter les complications survenant chez la mère et le nouveau-né, de donner des conseils. Apparemment, tout c'est bon. Ok, donc la meilleure réponse, ça peut être effectivement A.
Voilà. La meilleure, c'est ça. Donc 62. Pour l'examen général du nouveau-né. Pour Pour l'examen l'examen, Allez-y. Oui, Madame Zoma, allez-y. Pour l'examen général du nouveau-né, mesurez A, le pouls à l'aide d'un PSBB. Taille avec une toise horizontale. Il est mieux de se faire aider par un auxiliaire. Le périmètre crânien à l'aide d'un mètre ruban. A, B, C. Donc, Le A, le B, le C le B et le C. et le C. Ok, je pense que ça aussi c'est juste. Donc on va à 63. Allaitement maternel exclusif. Allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois consiste à nourrir l'enfant exclusivement au sein, sans eau, ni autre liquide, boisson, jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois. Il faut donner à téter à l'enfant aussi souvent qu'il le réclame jour et nuit au moins 12 fois en 24 heures. Et à nourrir l'enfant exclusivement au sein, sans eau, ni autre liquide ou boisson, jusqu'à l'âge de 5-6 mois. 6 mois. Il faut donner à téter à l'enfant aussi souvent qu'il le réclame jour et nuit au moins 12 fois en 24 heures. C. À donner à téter à l'enfant aussi souvent qu'il le réclame jour et nuit au moins 12 fois en 24 heures. D. Nourrir l'enfant exclusivement au sein sans eau ni autre liquide ou boisson jusqu'à l'âge de 5-6 mois. Il faut donner à téter à l'enfant aussi souvent qu'il le réclame jour et nuit au moins 12 fois 24 heures. Ce qui semble être juste le D. Le D. Ah bon? Pourquoi on met 5 à 6 mois alors que c'est 6 mois? Mais parmi les réponses là, parmi les réponses, je ne vois pas 6 mois. Il y a le D qui semble. Et le A? Le A, on parle de 4-6 mois. Alors que l'allaitement maternel exclusif, c'est 6 mois. On parle de 6 mois. C'est pas 4-6 mois? 6 mois. Moi, c'est exclusivement 6 mois. Exclusivement 6 mois. Jusqu'à 6 mois. Ok, d'accord. Donc, on va accepter que la question là ait mal été formulée. Dans ma tête, quand je le faisais, je pensais que c'était vraiment 4-6 mois. Voilà pourquoi j'ai mis en temps 5-6 mois. D'accord, donc on va accepter que c'est exclusivement 6 mois. C'est une question aussi que on va arranger, on va corriger. C'est le cas là, il n'y a pas de réponse même parmi. Voilà, c'est ça, Jacques, je suis d'accord. Ok, on va la corriger. Donc on va à 64. Allez-y. Le lait maternel est composé d'éléments dont a besoin l'enfant pour sa croissance. A, O égale à 90%, B, O égale à 80%, C, O 60%, D, O égale à 850%, E, toutes les réponses sont fausses. Je propose le A. Le A. Le lait maternel est constitué à 90% d'eau. Je pense que la bonne réponse est effectivement le A. Essentiellement constitué d'eau. Les avantages de l'allaitement maternel.
Les avantages de l'allaitement exclusif sont aux besoins du bébé jusqu'à 6 mois, moins de diarrhée au cours de cette période, assure le développement optimal du cerveau. Toutes les réponses sont fausses. Les meilleures réponses B et C. B et C. Oui. Il n'y a pas le A, hein? J'ai dit A, B et C. Ah, ok. Moi, j'ai entendu B et C. Ok. D'accord. Donc, c'est effectivement les 3. Je pense qu'on peut aller. On rentre dans PF. Dans le cadre de l'espacement des naissances, pour la santé de la mère et du bébé, attendre au moins 2 ans, mais pas plus de 5 ans avant d'essayer de tomber enceinte à nouveau. Pour la santé de la mère et du bébé, attendre au moins 3 ans, mais pas plus de 5 ans avant d'essayer de tomber enceinte à nouveau. Pour la santé de la mère et du bébé, attendre au moins 2 ans, mais pas plus de 10 ans avant d'essayer de tomber enceinte à nouveau. Pour la santé de la mère et du bébé, attendre au moins 3 ans, mais pas plus de 5 ans avant d'essayer de tomber enceinte à nouveau. La meilleure réponse est A. La meilleure réponse, c'est le A. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est l'espacement idéal des grossesses. Hein? Donc, pour une meilleure santé, pour la santé de la mère et du bébé, il faut attendre 2 ans, mais pas plus de 5 ans également, avant d'essayer de tomber enceinte. Généralement, c'est ça, après un accouchement normal. Si c'est un avortement, c'est combien de mois? 6 mois. Voilà, si c'est un avortement, c'est 6 mois. Il y en a souvent qui disent 3 mois, mais quand on recherche, il n'y a pas de document qui le dit. Même si le site de l'OMS, on n'a jamais dit 3 mois. La déontologie. Il faut aussi lire le cours sur la déontologie de la sage-femme. On y va. La déontologie peut être définie comme l'ensemble des règles de conduite écrites et non écrites constitutives d'obligations professionnelles imposées aux personnes appartenant à un groupe professionnel déterminé et ayant trait à leurs relations internes et aux relations externes et entretenues avec les tierces dans l'optique de la finalité de la profession. L'ensemble des règles ou de devoirs régissant la conduite à tenir pour les membres d'une profession, pour les individus chargés d'une fonction dans la société. C'est une théorie science des obligations morales pour une fonction. Une déclinaison des obligations et des interdits qui s'appliquent à une situation professionnelle. La meilleure réponse est A. A. Donc, l'ensemble des règles de conduite écrites et non écrites constitutives d'obligations professionnelles imposées aux personnes appartenant à un groupe professionnel déterminé et ayant à leurs relations internes et aux relations entretenues avec les tiers. Donc, c'est ça la définition effectivement de la déontologie. Monsieur Odrao, voilà, je n'ai pas fini. Voilà, on pourrait dire également, puisqu'on a même mis, on devait même enlever ça, on a même mis entre parenthèses le dictionnaire. Le dictionnaire définit la déontologie comme étant l'ensemble des règles morales qui régissent effectivement une certaine profession. Donc on peut prendre également le C.
Ok. D'accord. On parle des premières sages-femmes africaines. Les premières sages-femmes africaines ont été formées en 1936, 1945, 1932, 1919. Je propose le A. Le A, 1936. Oui. Effectivement, les premières sages-femmes africaines ont été formées effectivement dans les années 1936. Et au Burkina, c'est quand? C'est la question qui suit. Hein? La formation des sages-femmes a commencé au Burkina Faso 1977, 1978, 1980, 1985. Je propose toujours le A. Le A, 1977. Oui, oui. Ah, d'accord. Nous, on n'était pas encore là. D'accord. 70 donc. Les raisons de l'introduction de nous autres là dans la profession. Les sages-femmes ne nous aiment pas, mais nous, on est là. Les raisons de l'introduction des hommes dans la profession sage-femme sont pour des raisons de non-disponibilité des femmes à exercer la profession en milieu rural, pour des raisons de volonté politique et réduire la mortalité des mères, pour des raisons de respect du genre, tous les éléments. Moi, j'ai proposé le A. Le A, pour des raisons de non-disponibilité des sages-femmes à exercer en milieu rural. Et effectivement, je pense que c'était à cause de ça. Thomas Sankara a dit qu'on va faire appel à des hommes pour venir booster effectivement ce corps. Et en Afrique, pour la première fois, on voyait des hommes également en maternité. Donc c'est effectivement le A. Sont interdits à la sage-femme. Je continue. Oui, allez-y. Tout a de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite. B. Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente. Toute commission à quelque personne que ce soit. C. L'acceptation d'une commission par un acte médical quelconque et notamment par un examen. En parenthèse, la prescription de médicaments ou appareils ou l'orientation vers un établissement de soins. Tout versement ou acceptation clandestine d'argent à un praticien. Le A. Oui. J'ai pris le A. Ah, c'est le A seulement. Donc, toute ristourne en argent ou en nature, elle peut prendre, hein? Sage-femme peut prendre. Ouais. Elle ne peut pas prendre. Ah, donc on va ajouter B. De B. Le C, l'acceptation d'une commission pour un acte médical. Elle peut prendre. Non. Ok. Tout versement ou acceptation clandestine d'argent. C'est le D. Le D aussi, on ajoute. Ah, donc tout ça là, c'est interdit à la sage-femme. Hein. Ça, c'est écrit dans le livre de la déontologie. Ok. La question suivante. Dans 10 minutes, on va se reconnecter encore. Espérons que le réseau ne va pas me jouer de ça. La sage-femme ou le magnéticien peut pratiquer notamment A. L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse. B. La surveillance électronique ou monitorage pendant la grossesse et au cours du travail de l'état du fœtus in utero et de la contraction utérine. C. L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement. L'application des ventouses. B, C, D. Hein? J'ai pris le B, C, D.
B. Surveillance électronique. Anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement. Oui. Ah bon? Vous le faites? Non, mais notre épisode là, ça ne veut pas dire l'anesthésie. Ah non, hein? Ici, la anesthésie locale au cours de l'accouchement, là, enfin, on veut parler de la rachi-anesthésie ou en d'autres termes, de votre accouchement sans douleur. Ah, je peux. On a Je compris comprends. ça dans le cadre de l'épisode. Non, c'est pas l'épisode. Bon, la question aussi, en fait, peut-être qu'on devait la compléter. Sinon, l'anesthésie au cours de l'accouchement, là, C'est péridural, quoi. Voilà, c'est la péridurale. Alors que ce n'est pas du domaine de la sage-femme. L'échographie aussi, c'est que la sage-femme doit faire, là, c'est l'échographie en salle d'accouchement. Échographie d'urgence. Urgence. Nous, on n'a pas ça chez nous. Hein? Et nous, on n'a pas ça chez nous. Ah non, mais en principe, vous devez pouvoir faire. Madame Zoma peut payer, par exemple, un échographe pour la salle d'accouchement, ça ne fait rien. Les gens vont. Non, il n'y a pas de problème. Les femmes vont prier et puis bon. Vous allez recevoir les doigts. Si les gens acceptent, ils ne vont pas accepter ça. À que tu payes, non? Ah, parce que tu déposes dans ça. Comme il n'y a pas encore dans nos salles ici, c'est difficile. Non, mais il y a des maternités où il y en a. Ah, Oui. Toi, tu étais à Dori, là, il y avait un échographe dans votre salle, non? on dirait. C'est pas RCF. Ce qui est sûr, moi, je suis parti laisser ça là-bas. Donc, vous entendiez. RCF. Mais oui, peut-être que c'est ça seulement que vous pouvez faire. Sinon, vous pouvez regarder les autres éléments. Vous pouvez regarder le placenta où il est. Vous pouvez regarder, est-ce que la tête est en bas? Est-ce que la tête est où? Voilà, la sage-femme peut faire ça en salle d'accouchement. Ils vont faire ça, mais comme ils n'ont pas de disponibilité, les gynécos ont tout pris. On regarde. Bon, d'accord. En tout cas, sinon, ça va venir. Il y a ça à Dakar déjà. Non, mais même ici, même, il devrait en avoir. Il y a des sages-femmes qu'on a envoyées en formation en France. J'ai une promotionnaire à Sort qui a fait partie. Et normalement, il devait revenir et puis former d'autres sages-femmes pour que, bon, on puisse utiliser l'échographie en salle. Mais comme vous savez, bon, voilà, c'est pas ici. Vous n'allez pas prendre ma bouche pour embrasser femme de quelqu'un ici. Ce qui est sûr, ça va venir. C'est ça. L'ordre national des sages-femmes. Fameux ordre. L'Ordre national des sages-femmes a été créé le 10 septembre 2007 à la faveur de la tenue sur la responsabilité, le positionnement de la planification familiale. B. 10 septembre 2008 à la faveur de la tenue sur le le positionnement de la planification familiale. C. 10 septembre 2009 à la faveur de la tenue sur la reposition de la planification familiale. 10 septembre 2010 à la faveur de la tenue sur la reposition de la planification familiale. Moi, je propose le B. Le B. Oui. 10 septembre 2008 à la faveur de la tenue sur le repositionnement de la planification familiale. Oui. Les autres? Moi, je propose le A. 2007. 10 septembre 2007. Hein? Oui. Ah bon? Non, on va couper court. Hein. En réalité, c'est 2008 qu'on a commencé. Même si les textes là ont été signés à l'Assemblée nationale plus tard. Mais en réalité, c'est en 2008. Et c'était en faveur effectivement du repositionnement de la planification familiale. Donc c'est un peu ça. Dedans. Voilà. Donc c'est ça. 74. 2008, c'est B. La réponse est B. Il y a quelqu'un pour lui?
S'il n'y a pas quelqu'un, allez-y, Madame Zoma. Corps des sages-femmes magnéticiens poursuit les objectifs suivants: à créer un cadre d'expression des sages-femmes d'État, des sages-femmes magnéticiens d'État, B. promouvoir la fonction sage-femme, C. défendre l'honneur et l'indépendance de la profession, et œuvrer pour la sensibilisation, l'information et la formation des membres au respect des devoirs professionnels des règles fixées par le Code de déontologie. Je fais A, B, C, D. A, B, C, D. C et D. Donc, toutes les réponses. Oui. Je pense qu'effectivement, ça fait partie des objectifs effectivement poursuivis par l'ordre. Les instances de l'ordre. Les instances de l'ordre des sages-femmes magnéticiens sont A. les congrès, B. les assemblées régionales, C. les sessions des conseils, D. les conseils régionaux. Moi, j'ai pris A. les congrès. A. les congrès. Les congrès. Les instances et les congrès seulement. Il n'y a pas assemblée régionale, il n'y a pas conseil, il n'y a pas conseil régionaux. Les autres? Les assemblées régionales. A, B, D. A, B et D. D. Hein? Conseil régional. Assemblée régionale. Habituellement, c'est ça. Il y a des assemblées régionales, c'est-à-dire c'est les conseils régionaux là, qui organisent des assemblées régionales. Au niveau national, c'est les congrès. Voilà, c'est le congrès. Ok. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Il y a un truc qui est là, mais... Pas lire. 76. Pas lire. Hein, vous ne voyez pas? Oh là là. En train de partir. Oh là là. Bon, je reviens. Voilà. Je pense qu'on était à là. On était à 76. Vous voyez l'écran? Oui. Voilà, on était là. 76. Les attributions de l'ordre. Allons-y.